Le projet de canal Ben Gourion est un plan ambitieux d'Israël visant à construire une voie d'eau reliant la mer Rouge à la Méditerranée. Ce canal de 257 km de long traversera le désert du Negev et offrira une alternative au canal de Suez, remettant en cause le monopole de l'Égypte sur la route maritime clé entre l'Europe et l'Asie. Si le projet se concrétise, le canal Ben Gourion pourrait bien changer la donne, réorienter le commerce international et même remodeler l'économie mondiale. Et tout ça en déversant des tonnes d'eau dans un désert. Mais d'abord, un café. Voici un rappel discret destiné à ceux qui oublient toujours de faire une petite chose sous la vidéo. Pensez-y. Et merci pour ce que vous savez. Tout a commencé avec le canal de Suez. Depuis sa création en 1869, il est devenu une voie commerciale cruciale entre l'Europe et l'Asie. Mais le 23 mars 2021, tout a changé. Une tempête de sable a laissé le navire géant Ever Given coincé latéralement en travers du canal de Suez. Enfin, presque. Il était plutôt en diagonale. L'Ever Given était l'un des plus grands porte-conteneurs du monde, mesurant 400 mètres de long et pesant 200 000 tonnes. Il s'est échoué un mardi et il a fallu une éternité à 14 remorqueurs et à la marée pour le faire pivoter. Ils y sont parvenus après 6 jours d'efforts, mais déjà 450 navires étaient bloqués dans un gigantesque embouteillage. Il faut savoir que 12% du commerce mondial, 1 million de barils de pétrole et 8% du gaz naturel liquéfié transitent chaque jour par le canal. Les pertes étaient colossales. La Lloyd's List a estimé que le navire immobilisé bloquait 9,2 milliards d'euros d'échanges commerciaux par jour, soit 385 millions d'euros et 3,3 millions de tonnes de marchandises par heure ou 6,5 millions d'euros par minute. Ça a prouvé à quel point le monde avait besoin d'un autre canal en complément du canal de Suez. Mais alors que le reste du monde n'a réalisé ça qu'après l'incident, Israël caressait ce projet depuis longtemps. Le pays avait de bonnes raisons pour ça. La Convention internationale de Constantinople, signée en 1888 par les puissances européennes, garantissait autrefois le droit de passage par le canal de Suez à tous les navires en temps de guerre comme en temps de paix. Cependant, après la nationalisation du canal en 1956 par le président égyptien Gamal Abdel Nasser, l'Égypte a fermé l'accès au canal à plusieurs reprises pour des raisons politiques. De 1948 à 1950, elle a empêché les navires israéliens d'accéder au canal, ce qui a affecté leur commerce avec l'Afrique de l'Est et l'Asie et a rendu plus difficile l'importation de pétrole en provenance du Golfe Persique. Après le conflit entre l'Égypte, Israël, le Royaume-Uni et la France en 1956, le canal a été complètement fermé. Cette situation a entraîné une grave crise économique à l'échelle mondiale. Le canal de Suez a également été fermé pendant 8 ans en 1967 lors de la guerre des 6 jours. Bref, vous comprenez l'idée, ce genre de choses arrive de temps en temps. Et lorsque toutes les routes commerciales sont bloquées, Israël perd sa capacité à commercer, ce qui se traduit par de graves pertes économiques à tout le moins. Entre 1957 et 1967, seul un navire battant pavillon israélien et 4 navires battant pavillon étranger arrivaient au port d'Eilat, une ville d'Israël, chaque mois. Mais la fermeture du canal a un impact sur le commerce mondial qui a besoin que les marchandises soient acheminées par un itinéraire fiable. En résumé, il fallait une alternative au canal de Suez et elle devait être contrôlée par Israël ou par un pays allié afin que la route ne puisse pas être bloquée et utilisée comme moyen de pression. Le b.a.-ba de la politique. Qu'en pense l'Égypte? En effet, le canal de Suez a joué un rôle clé dans son développement économique. L'Égypte gagne de l'argent grâce aux redevances et aux droits de transit qu'elle perçoit auprès des navires empruntant le canal. En 2021, par exemple, 20 649 navires l'ont traversé, soit 10% de plus qu'en 2020. En 2022, les recettes annuelles provenant des droits de transit ont atteint 7,7 milliards d'euros et le canal a encore établi un nouveau record avec 9 milliards d'euros de recettes en 2023. Le canal est le centre économique de l'Égypte. Il attire des investissements dans le pays et il favorise le développement des services et des industries.
Mais avant tout, car pour tout dire, c'est sa véritable vocation, il facilite le commerce international en tant qu'élément clé d'une route mondiale qui soutient, si ce n'est le monde entier, du moins une bonne partie de celui-ci. Ainsi, le canal de Suez rapporte énormément d'argent et si une autre voie est créée, une partie de cet argent ira là-bas, avec les navires. Les avantages économiques de ce projet devraient dépasser de loin les coûts astronomiques de sa construction. Le nouveau canal devrait vite devenir rentable. Les partisans du projet estiment que le canal alternatif rapportera 9,6 milliards d'euros par an car le commerce entre l'Est et l'Ouest ne cesse de croître. Imaginez un peu le coup de pouce que ça donnerait à l'économie israélienne. L'idée même de créer une alternative au canal de Suez date de la fermeture de ce dernier. Il n'est pas surprenant qu'Israël ait voulu résoudre le problème et que le projet de canal Ben Gourion ait été proposé dans les années 1960. L'idée était de relier la mer Rouge à la Méditerranée en empruntant la pointe sud du golfe d'Aqaba. L'itinéraire devait passer par la ville portuaire d'Eilat que j'ai déjà mentionnée et à la frontière avec la Jordanie en traversant la vallée de l'Araba sur 100 km entre les montagnes du Negev et les hauts plateaux jordaniens. Il devait ensuite tourner vers l'ouest avant le bassin de la mer Morte et continuer à travers la vallée. Enfin, droit vers le nord en contournant la bande de Gaza jusqu'à la Méditerranée. Ça semble grandiose. Et même impossible, ou du moins incroyablement cher. En effet, le coût de ce projet colossal est estimé à 96 milliards d'euros, sans compter les dépenses imprévues. Car la région n'est pas connue pour être calme. Néanmoins, l'idée du projet existe depuis longtemps et différentes méthodes ont été envisagées pour sa mise en œuvre. Par exemple, en juillet 1963, Howard David Maccabi du laboratoire Lawrence Livermore, travaillant sous contrat avec le ministère américain de l'Énergie, a présenté un mémorandum explorant la possibilité d'utiliser 520 explosions nucléaires souterraines. Pourquoi ? Pour creuser 250 km de canaux à travers le désert du Negev. Des explosions nucléaires. Le document est resté confidentiel jusqu'en 1993 et, bien entendu, l'idée n'a pas été mise en œuvre. Dieu merci. Toutefois, le document souligne à juste titre que les méthodes habituelles d'excavation seraient bien trop coûteuses, si tant est que la chose soit possible. Mais des explosions nucléaires, elles pourraient bien s'avérer efficaces. On appelle ce concept excavation nucléaire. Dans les années 1960, les États-Unis ont travaillé au développement de méthodes utilisant des explosifs nucléaires pour des projets de construction. Le programme, ou comme on l'a appelé le projet Plowshare, a été lancé en juin 1957. Il s'inscrivait dans le cadre des efforts mondiaux Atomes pour la paix. Durant ce programme, on a fait exploser 35 ogives nucléaires au cours de 27 essais. On envisageait d'utiliser des explosions nucléaires pour agrandir le canal de Panama, construire une nouvelle voie navigable à travers le Nicaragua, percer des zones montagneuses pour y faire passer des autoroutes et relier des réseaux fluviaux intérieurs. Un programme similaire a été mis en œuvre en Union soviétique sous le nom Explosion nucléaire pour l'économie nationale. Il y a eu 124 essais. Mais ça n'a mené nulle part. Les expériences ont pris fin avec le moratoire sur les essais nucléaires soviétiques en 1989. Oui, l'idée nous semble aujourd'hui très étrange. Mais en fait, elle illustre l'audace du projet et les défis à relever pour qu'il devienne réalité. De plus, à l'époque, on ignorait à quel point la contamination nucléaire était dangereuse. Mais il s'agit là de détails. Revenons au canal Ben Gourion. Si le projet se concrétise, il sera 30% plus long que le canal de Suez, dont la longueur est de 193,3 km. Qui contrôlera le nouveau canal aura une influence considérable sur les routes mondiales du pétrole, des céréales et du transport maritime. Bref, ce sera la même chose que pour le canal de Suez. Si le canal est construit, il présentera des caractéristiques exceptionnelles. Chacune des deux branches aura une profondeur de 50 mètres et une largeur de 200 mètres. Ces dimensions dépasseront de 10 mètres la profondeur du canal de Suez, ce qui permettra aux plus grands navires du monde, d'une longueur de 300 mètres et d'une largeur de 110 mètres, de passer facilement. De plus, les parois rocheuses du canal nécessiteront beaucoup moins d'entretien que les rives sablonneuses du canal de Suez.
En fait, les experts affirment que le canal Ben Gourion serait plus pratique que le canal de Suez, car en plus d'accueillir plus de navires, il permettrait la navigation dans les deux sens en même temps. C'est l'avantage de disposer de 2 bras de canal. De plus, Israël prévoit de construire de petites villes le long du canal, avec des hôtels, des restaurants et des cafés. Et Israël ne serait pas le seul à bénéficier de ce nouveau canal. Depuis des années, les compagnies maritimes se plaignent que le Caire ne cesse d'augmenter le prix de passage dans le canal de Suez. Ces hausses de prix sont le résultat du monopole total de l'Égypte sur le canal. Le reste du monde n'a tout simplement pas le choix. C'est soit payer le prix fort, soit se priver de l'une des routes maritimes les plus importantes du monde. Si un second canal existait, l'Égypte perdrait son monopole et les prix devraient s'aligner sur ceux de la concurrence. Ainsi, les 2 canaux s'équilibreraient et le reste du monde en sortirait gagnant. Quant aux motivations politiques, je laisse ça à d'autres chaînes. Revenons à l'aspect technique. En fait, la création du canal Ben Gourion consisterait à faire passer de l'eau dans le désert. Et le désert, eh bien c'est pas le genre d'endroit où l'eau se plaît beaucoup. Afin de comprendre comment tout ça pourrait fonctionner, il faut examiner les prédécesseurs du projet. Or, le canal de Suez est le meilleur exemple qui soit. Sa construction a nécessité d'énormes efforts. Bien sûr, ça s'explique en partie par le fait qu'elle a eu lieu au XIXe siècle et que des dizaines de milliers de paysans ont creusé les premiers tronçons du canal manuellement à l'aide de pioches et de pelles. Les progrès ont été atrocement lents. Face à la pénurie de main-d'œuvre, Ferdinand de Lesseps, le diplomate français à l'origine de l'affaire, et son entreprise, la Compagnie du Canal de Suez, ont changé de stratégie. Heureusement, c'était le 19e siècle, pas le 17e, et on connaissait la machine à vapeur. Il a néanmoins fallu plusieurs centaines d'excavateurs et de dragues à vapeur et à charbon fabriqués pour l'occasion, mais le rythme s'est accéléré. Cette nouvelle technologie a donné au projet l'élan dont il avait besoin, et grâce à l'aide des machines, la construction a été achevée. Au total, sur les 75 millions de mètres cubes de sable déplacés lors de la construction du canal principal, les 3/4 ont été manipulés par des machines. Malgré ça, la construction a duré 10 ans au lieu des 6 ans initialement prévus. Bien sûr, c'était il y a longtemps et la technologie a bien évolué. Aujourd'hui, le même travail serait effectué bien plus rapidement et efficacement. En 2014, le canal de Suez a donc été élargi. Une nouvelle ville a été construite, des zones industrielles, des fermes piscicoles, des tunnels, les ports ont été améliorés. Mais surtout, un second canal a été créé, parallèle au premier. Alors que la construction devait durer 3 ans, elle a été achevée en 1 an, conformément à la volonté du président. Bien sûr, le canal israélien est prévu pour être plus long que le canal de Suez, mais même ainsi, certains experts pensent que sa construction pourrait être achevée en 5 à 10 ans. En effet, tous les canaux sont construits de la même manière. Tout d'abord, le projet est imaginé, puis le creusement commence. Les parois du canal sont étançonnées pour éviter qu'elles ne s'effondrent et pour assurer la sécurité des travailleurs. Une fois le creusement terminé, le canal est fermé pour empêcher l'eau de s'écouler et les écluses sont installées. Elles servent à faire monter et descendre les bateaux entre les sections de niveaux différents. Enfin, le canal est rempli d'eau provenant de la source la plus proche. Ce plan a fonctionné pour le canal de Suez et il devrait fonctionner de même pour le canal Ben Gourion. Mais pour l'instant, le projet n'en est qu'à l'état d'idées discutées passionnément. Personne n'a encore fait quoi que ce soit. On ignore quand la construction commencera et surtout quand elle s'achèvera. Mais si le canal est construit, ce ne sera pas la première fois qu'on acheminera de l'eau à travers le désert dans cette région. Il y a peu, il existait un projet audacieux visant à remplir la mer Morte en la reliant à la mer Rouge au moyen d'un pipeline de 177 km traversant le Moyen-Orient. Ce projet, connu sous le nom de Canal de la mer Morte ou Canal de paix, fait l'objet de discussions depuis des dizaines d'années. En fait, l'idée remonte au XIXe siècle, lorsque l'Empire britannique cherchait une alternative à, devinez quoi, bien sûr, au canal de Suez, construit par les Français. Mais à l'époque, ce n'était qu'un rêve bâti sur du vent. La première discussion sérieuse a eu lieu en 2005, lorsque la Jordanie, Israël et l'autorité palestinienne ont signé un accord pour réaliser une étude de faisabilité. En 2013, les voisins ont accepté de travailler ensemble sur le projet.
Le pipeline était censé remonter vers le nord en partant de la ville côtière d'Aqaba sur la mer Rouge, traverser la Jordanie et atteindre la région de Lissan sur la mer Morte. Il devait acheminer de l'eau via des usines de dessalement et une centrale hydroélectrique et fournir de l'eau potable et de l'électricité à la Jordanie, à Israël et à la Palestine. Ça aurait pu permettre de stabiliser la mer Morte, connue pour son eau incroyablement salée. Elle s'assèche en effet à un rythme extrêmement rapide. Au cours des 50 dernières années, son niveau a baissé de 45 mètres et il continue de baisser d'environ 1 mètre par an. Naturellement, cette situation entraîne de graves problèmes environnementaux, notamment la formation de dolines et un recul du littoral. Le coût préliminaire du projet était de 9,6 milliards d'euros et la première phase seule, qui devait débuter en 2021, était évaluée à 1 milliard. Malheureusement, en 2021, le méga-projet a été suspendu en raison des tensions croissantes entre les pays et compte tenu de la situation actuelle, la mer Morte ne survivra sans doute pas, même si c'est difficile à imaginer. Dernière nouvelle. La première nouvelle du jour est que j'ai perdu un plombage. La seconde est que le dentiste m'en a posé un provisoire et il est tombé à son tour. Dessalement de la mer. Israël, dont les ressources en eau sont limitées, utilise depuis plus de 20 ans la technologie de l'osmose inverse pour transformer l'eau de mer en eau potable. En termes simples, le sel est simplement extrait de l'eau de mer, laquelle est ensuite utilisée dans de nombreux domaines, notamment pour subvenir aux besoins de la population. En fait, en Israël, cette technologie est courante. 5 usines de dessalement situées le long de la côte fournissent de l'eau potable à près de 10 millions de personnes. Bien sûr, la principale source d'eau de mer est la Méditerranée et elle sert maintenant à réapprovisionner le lac de Tibériade. Celui-ci est situé dans le nord d'Israël, c'est un lac d'eau douce et depuis des milliers d'années, il abreuve le pays. Encore aujourd'hui, il fournit de l'eau aux vignobles et aux fermes, ce qui lui confère une grande importance. Mais bien que le lac dispose de suffisamment d'eau pour l'instant, le climat change, il fait de plus en plus chaud et certaines masses d'eau sont en danger d'assèchement. Or, les fermes ont toujours besoin d'eau et la capacité du lac n'est pas infinie. Bref, s'il se tarit, ce sera une mauvaise nouvelle pour Israël. Les autorités veulent donc le préserver en dessalant l'eau de la Méditerranée et en l'acheminant jusqu'au lac pour le remplir. Ça semble cool et très high-tech, mais comment renvoyer ensuite l'eau dans la Méditerranée? Personne n'a la réponse à cette question. Alternative sèche. Le canal de Suez est une route maritime cruciale qui relie la Méditerranée et la mer Rouge. Chaque année, il traite une telle quantité de marchandises qu'il semble impossible de trouver une alternative. Cependant, en 2012, le gouvernement israélien a voté la création d'une liaison ferroviaire vers Eilat pour le transport de passagers et de marchandises. Si vous avez déjà oublié le nom de cette ville, je vous le rappelle, c'est un port situé au bord de la mer Rouge. Ainsi, pour faire simple, la nouvelle route aurait évité à Israël de dépendre du canal de Suez, mais il y a eu des imprévus. D'abord, il s'est avéré impossible de construire une ligne de chemin de fer sans nuire gravement à l'environnement. Ensuite, la mise en œuvre du projet aurait pu entraîner des problèmes politiques, car l'Égypte n'était pas enchantée de perdre du trafic sur son canal et de souffrir de pertes économiques. Enfin, il aurait fallu agrandir le port d'Eilat pour traiter de tels volumes de marchandises. En résumé, ça n'aurait pas pu faire concurrence au canal de Suez. Mais l'idée n'a pas été abandonnée. La voie ferrée sera utilisée, mais uniquement pour de petites cargaisons et en cas d'urgence. Par exemple, si un autre navire se retrouve bloqué dans le canal de Suez, ou si l'Égypte décide de le fermer à nouveau. Bouchon maritime. Au fait, ça arrive souvent que des navires restent bloqués dans le canal de Suez? Eh bien oui. En 2023, les systèmes de suivi ont détecté que le navire Xin Haitong 23, à l'extrémité sud du canal, se trouvait dans une position dont il ne pouvait s'extraire. En d'autres termes, il s'était échoué et il a fallu 1 heure et 16 minutes pour le dégager à l'aide de remorqueurs. Pour vous donner une idée, il s'agissait d'un énorme vraquier de 190 mètres qui, s'il n'avait pas été dégagé, aurait provoqué un embouteillage, et on connaît tous les conséquences d'une telle chose. Un autre cas s'est produit en 2021 lorsque le pétrolier Affinity 5, long de 250 mètres, s'est retrouvé bloqué, lui aussi s'est échoué dans le canal.
Il a fallu 5 heures pour l'en sortir, ce qui a entraîné un blocage temporaire du canal. L'incident le plus célèbre est celui du porte-conteneur Ever Given. J'en ai déjà parlé au début de la vidéo, mais vous voulez peut-être des détails. Le géant a coincé sa proue, puis sa poupe a été entraînée sur le côté, avec le résultat que vous devinez, tout le canal a été bloqué. Selon une version, le navire aurait perdu le contrôle en raison de vents violents et d'une tempête, sa coque aurait basculé et il aurait accidentellement touché le fond. Une autre version parle d'une erreur humaine. Quelle que soit la raison, pour dégager le porte-conteneur, des remorqueurs et des pelleteuses ont été nécessaires pour creuser le sable du côté du canal où la proue était coincée. Vous avez sans doute vu cette photo d'une petite pelleteuse en train de sauver l'économie mondiale. En 2021, elle a inspiré de nombreux mèmes. Mais l'incident a eu d'autres conséquences que des mèmes. D'abord, le bateau a été saisi jusqu'à ce que ses propriétaires paient 865 millions d'euros pour le retard d'une semaine occasionné aux autres navires. Les autorités du canal de Suez ont cependant réduit l'amende à 520 millions. Ce n'est qu'après ça que le navire a été libéré. Vous imaginez l'état de stress du capitaine. Augmentation des taux. Comme s'il n'y avait pas déjà assez de problèmes avec le canal de Suez, les autorités égyptiennes ont annoncé une nouvelle augmentation des redevances pour les navires. L'augmentation a atteint 10%, justifiée par l'accroissement du volume des échanges mondiaux et par les améliorations apportées aux services de transit. L'Ever Given en est en partie responsable. Après l'incident, la partie sud du canal a été élargie et creusée et les coûts doivent bien être couverts d'une manière ou d'une autre. La hausse de 10% a surtout affecté le transport de produits chimiques liquides, de gaz liquéfié et autres cargaisons similaires. Une augmentation de 7% s'est appliquée aux navires transportant des voitures, du gaz naturel et des cargaisons mixtes. Quant aux pétroliers et aux vraquiers, ils ont dû payer 5% de plus. Et bien sûr, ça n'a pas fait que des heureux. Après tout, qui aime payer plus pour la même chose ? Aujourd'hui, certains transporteurs évitent le canal de Suez. À la place, ils empruntent la route du Cap de Bonne-Espérance. En outre, l'augmentation des frais a entraîné un allongement des délais. Par exemple, les envois en provenance de pays extérieurs à l'UE prenaient autrefois 30 jours en passant par le canal de Suez, contre 45 à 55 jours aujourd'hui. Le pays reviendra-t-il sur ces hausses de prix ? Peut-être. Mais dans l'immédiat, il faut faire avec. Puisque, comme je l'ai dit, il n'y a pas d'alternative sérieuse au canal de Suez. Problème de dimension. Revenons brièvement sur l'incident du navire Ever Given. Il pouvait transporter jusqu'à 20 000 conteneurs et il était l'un des plus grands du genre. Lorsqu'il s'est retrouvé coincé, des centaines de navires ont été bloqués, ce qui a perturbé toute la chaîne et entraîné de grosses pertes. Après l'incident, les experts se sont inquiétés du fait que la taille des porte-conteneurs a tellement augmenté que la gestion des situations d'urgence est devenue de plus en plus difficile et coûteuse. Les porte-conteneurs modernes atteignent des tailles incroyables, leur largeur peut dépasser 61 mètres et ils peuvent transporter jusqu'à 24 000 conteneurs. D'un côté, c'est une bonne chose car plus un navire peut transporter de marchandises, plus il est rentable. De l'autre, il arrive que des conteneurs se perdent, ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour les transporteurs. Un navire appelé One Apus a perdu 1800 conteneurs à cause d'une tempête. D'autres, comme le Maersk Essen et le Maersk Eindhoven, ont également rencontré des difficultés lors de vents violents et 750 et 325 conteneurs, respectivement, ont été endommagés ou perdus. Malgré ça, les compagnies maritimes veulent des navires de plus en plus grands. Alors la prochaine fois que votre colis sera retardé ou n'arrivera pas du tout, ne soyez pas surpris. Il nourrit les poissons. Vous me devez un petit like de rien du tout. À plus.